Quel est le rôle de la Belgique dans la coalition de volontaires européenne? Comment traiter les avoirs russes gelés en Belgique? Quelle est l'opinion publique belge sur la guerre russe en Ukraine? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Luc Jacobs, ambassadeur de Belgique en Ukraine. Luc Jacobs vient de commencer sa deuxième mission d'ambassadeur en Ukraine. Il a dirigé l'ambassade de 2014 à 2018 et il a vu de ses propres yeux le début de l'agression russe contre l'Ukraine. Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour participer dans notre projet, pour nous accorder cet entretien. Ce n'est pas la première fois que vous êtes ambassadeur de la Belgique ici en Ukraine. Nous nous rappelons très bien de votre présence en Ukraine encore dans les années 2014-2018 et vous êtes de retour l'ambassadeur de la Belgique ici en Ukraine depuis fin 2024, c'est ça, depuis décembre 2024. Et donc ma première question à vous porterait sur vos observations de la société ukrainienne, d'abord dans cette première période de 2014-2018, et aujourd'hui, c'est-à-dire que deux guerres différentes, une guerre plus locale et une guerre à grande échelle. Comment la société ukrainienne a-t-elle changé entre vos deux visites et vos deux séjours en Ukraine? Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Et en effet, d'avoir rappelé que c'est ma deuxième mission dans votre pays. Que dire au sujet de comment comparer, comment j'ai ressenti la différence? Il est clair que être de retour en Ukraine en ce moment précis, que je retourne dans une Ukraine et à Kiev dans des circonstances qui sont dramatiquement différentes. Mais la sensation que j'ai, c'est que en fait le courant sous-jacent et la dynamique sous-jacente de la société ukrainienne est restée le même, dans la mesure où je vois et je constate que la société ukrainienne est encore plus résolument, axée vers son avenir dans la famille européenne. On dirait son retour dans la famille européenne et dans la famille euro-atlantique. Et l'agression russe, je dirais, est une tentative désespérée mais futile de nous distraire de cette course. Et je dis bien nous, parce qu'il s'agit de l'Ukraine et de nous-mêmes, la Belgique et les partenaires européens, les partenaires euro-atlantiques. Comment est-ce que le quotidien, cette vie même, à l'intérieur de la ville de Kiev, vous êtes à Kiev tout aussi bien que les Ukrainiens qui habitent ici, comment la vie est devenue différente après la grande invasion russe, avec les alertes aériennes, avec le danger qui peut sembler loin aujourd'hui de la capitale ukrainienne, mais quand même, comment on se sent à l'intérieur de la ville, de la capitale d'un pays en guerre? Oui. Eh bien, avant d'arriver ici, je me suis posé cette question aussi. Il y avait quand même une certaine nervosité. Je me suis dit, je vais rentrer dans quel type
d'ambiance, quel type d'atmosphère? Est-ce que, en effet, la menace des drones, des missiles, est-ce que ça va vraiment peser sur moi? Et à mon agréable surprise, eh bien, j'ai constaté, je crois que c'est la façon dont se comportent les Ukrainiens autour de moi qui m'a tout à fait rassuré, qui m'a tout à fait mis à l'aise. Et en fait, j'évolue un peu sur, disons, le rythme des Ukrainiens, des Ukrainiennes. Et au niveau de la vie au quotidien, disons à Kiev, la ville où j'habite, je dirais, on pourrait parler d'une normalité abnormale. Mais il y a une certaine normalité. En même temps, et on comprend bien, on sait, aussi en parlant avec les gens, qu'il y a évidemment un sentiment sous-jacent aussi, il y a une certaine, comment dire, oui, il y a il y a des inquiétudes. Je vois ça autour de moi aussi, parmi mes collègues ukrainiennes, qu'il y ait une ukrainienne, que pour eux, étant ici avec leur famille, avec leurs enfants et tout ça, c'est une autre façon de vivre la situation que pour moi, qui est venu sans ma famille, etc., qui n'a pensé qu'à soi-même et qui peut-être de cette manière-là aussi peut se sentir un peu plus confortable de ce point de vue-là. Ce qui m'a frappé énormément et dès mon arrivée, c'est, disons, cet engouement pour la culture. J'ai tout de suite, parmi mes anciens connaissances, j'ai été invité à des festivals, à des concerts. Et là, j'ai constaté que pour les Ukrainiens, la culture, disons, dans ces différentes expressions, est aussi une forme de résistance. Et ça m'a particulièrement impressionné et ça contribue aussi à la façon dont je me sens bien dans la ville. Parce que la vie culturelle et parce que les Ukrainiens sentent en fait que cette guerre, ils cherchent non seulement à anéantir les villes, les villages, les gens, mais tout aussi bien ce que relève de l'identité ukrainienne. Et donc la culture, c'est une manière, n'est-ce pas, que de s'affirmer malgré cela. D'où en fait et donc c'est évidemment un effet très positif. En même temps, la société belge observe cette guerre en Ukraine depuis 2014, c'est-à-dire peut-être d'une manière plus distante en 2014, parce que la guerre n'était pas, on peut imaginer, dans tous les médias belges à l'époque, ni européens à l'époque. Les choses ont changé en 2022, parce que la guerre en Ukraine avait quand même bouleversé le continent, parce que d'une manière plus directe, parce que la guerre se déroule la vraie guerre, c'est-à-dire avec des chars, avec des missiles, avec des ruines, sur le continent européen. Et donc, ma deuxième question à vous serait, comment vous voyez la société belge réagir à cette guerre en Ukraine et comment sont les sympathies belges, on va dire, par rapport au peuple ukrainien? Quelle est l'évolution depuis 2014, par exemple, et jusqu'à aujourd'hui, 2025, plus de 10 ans? Je crois que vous l'avez bien dit qu'en 2014, l'opinion publique n'était pas tellement, comment dire, impliquée et intéressée dans ce qui se passait en Ukraine. Et ça a drastiquement changé avec l'invasion de 2022.
On peut dire que avec cette invasion, donc tout ce qui était un peu occulté depuis 2014, c'est-à-dire une implication directe de la Russie pour déstabiliser le pays, déstabiliser l'Ukraine, une participation directe dans les hostilités en ce moment-là, et une guerre par proxy, comme on dit. Ça, c'était... Je crois que la Russie, à ce moment-là, a réussi à semer la confusion aussi par la désinformation, etc. Mais avec l'invasion, tout est devenu très clair. Donc, une agressivité et aussi cette volonté d'anéantir l'Ukraine en tant qu'État indépendant, anéantir l'Ukraine dans son identité, dans sa culture, dans son héritage culturel, son histoire. Donc, la population belge aussi a bien remarqué ça. Évidemment, l'attention pour la guerre évolue selon aussi ce qui se passe sur le terrain. En tous les cas, c'est une guerre qui est beaucoup plus médiatisée maintenant. Mais il n'y a pas uniquement le facteur distance. Donc en Belgique, on est un peu plus loin de cette guerre que par exemple dans les pays qui avoisinent l'Ukraine. Mais il y a aussi le facteur temps. Le plus longtemps que cette guerre dure, il y a aussi une certaine fatigue peut-être. Mais ce que je remarque aussi, c'est que, en tous les cas, les médias en Belgique parviennent à mieux expliquer ce qui se passe en Ukraine. Et aussi le fait qu'il y a une communauté ukrainienne en Belgique, donc il y a plus ou moins 90 000 Ukrainiens et Ukrainiennes qui sont temporairement déplacés en Belgique. Donc cette présence d'une communauté ukrainienne compense un peu cette distance et est beaucoup plus présente et visible en Belgique. Ce qui fait que les Belges restent attentifs à ce qui se passe en Ukraine. Ils connaissent mieux la géographie de l'Ukraine, ils connaissent mieux la culture ukrainienne, ils sont beaucoup plus familiarisés avec l'Ukraine. Donc il y a, et ça je crois, il y a une grande différence par rapport à 2014. Donc l'Ukraine, paradoxalement, est devenue plus proche par la présence des réfugiés, parce que les gens mettent les visages derrière les chiffres, derrière les actualités qu'ils voient défiler à la télévision. Et sans doute, il y a des actions culturelles aussi qui renforcent la visibilité de l'Ukraine durant cette guerre. Mais vous avez aussi évoqué cette fatigue de la population belge par rapport au conflit dont on voit pas la fin. Mais nous parlons dans ce mois de mars 2025, c'est le moment où la guerre de grande échelle dure déjà plus de 3 ans, en fait, donc c'est la 4e année. Et en même temps, nous voyons des changements géopolitiques majeurs dans cette histoire de cette guerre, puisque après l'arrivée de Donald Trump comme nouveau président des États-Unis, nous constatons des changements radicaux. On parle de plus en plus de négociations, on parle de plus en plus de cessez-le-feu. En tout cas, le projet de Donald Trump était de réaliser ce qu'ils appelaient à l'époque la paix par la force, c'est-à-dire que de mettre en fait la fin de cette guerre. Le programme n'est pas à son terme, mais nous, en même temps, voyons que l'Europe, comme une communauté des pays différents, se sent plus inquiète en quelque sorte après certaines déclarations américaines. Et donc, nous parlons de plus en plus de la solidarité européenne qui serait nécessaire pour renforcer la défense ukrainienne dans cette guerre. Quel est le rôle
de la Belgique dans ce qu'on appelle aujourd'hui the Coalition of the Willing. Je ne sais pas comment le dire en français, coalition de... Voilà, donc des pays européens qui font partie de l'OTAN, mais qui veulent vraiment soutenir l'Ukraine dans les conditions où la solidarité euro-atlantique peut être remise en question. On n'est pas certain, mais dans les conditions de cette incertitude justement de la solidarité euro-atlantique. Quel est le rôle de la Belgique? Quelle est la place de la Belgique dans cette nouvelle initiative européenne? Je voulais d'abord peut-être nuancer quelque peu ce que je disais sur la fatigue. La fatigue, pour ce qui concerne l'attention, une attention constante que l'opinion publique porte à l'Ukraine, et donc fonction du temps. Mais il y a le temps que la guerre dure déjà, et en soi déjà, c'est la tactique aussi, de fatiguer non seulement les Ukrainiens, mais aussi donc l'opinion publique dans les pays partenaires de l'Ukraine. Mais ce que je remarque en Belgique, c'est quand même beaucoup de sympathie et d'empathie pour la cause ukrainienne, parce que les Belges peuvent facilement se déplacer dans ce que c'est ancré dans la mémoire collective, ce que nous Belges avons subi au siècle dernier et ont connu 2 invasions massives. Et ça crée dans l'esprit et dans les émotions que les Belges portent à l'égard donc, de la cause ukrainienne, c'est reconnaissable, ils peuvent s'identifier avec cette situation. Et ça, c'est un sentiment, je crois, qui est très marqué maintenant aussi, quand on est arrivé dans une phase où on tâte le terrain pour arriver à un cessez-le-feu, à un accord de paix, etc. Mais quand aussi notre opinion publique constate que c'est plutôt un paix ou un cessez-le-feu qui serait forcé sur l'Ukraine, alors on verra tout de suite aussi cette empathie pour l'Ukraine, pour dire, écoutez, c'est pas comme ça qu'on fait ou qu'on crée les conditions déjà pour un cessez-le-feu qui tient, pour ne pas encore parler donc d'une paix durable. Donc ça, c'est déjà un élément et un sentiment que je constate aussi en parlant avec des amis, des connaissances, en lisant des commentaires dans les médias. Bon, avec les changements au niveau géopolitique, géostratégique que vous avez mentionné, en tous les cas, le réflexe en Europe est en effet de serrer les coudes et de se rendre compte des responsabilités que nous-mêmes devons prendre par rapport à notre sécurité, à notre défense, tout en nous réalisant que la première ligne de défense est en Ukraine. Et je constate aussi en Belgique que il y a aussi, avec l'avènement d'un nouveau gouvernement en Belgique, qu'il y ait donc cette... comment dire, la décision a été prise et que nous devons absolument donc accélérer nos dépenses de défense pour atteindre donc le fameux 2% du produit intérieur brut, et que c'est dans notre intérêt aussi de continuer à soutenir militairement l'Ukraine.
justement parce qu'il s'agit de notre défense, notre première ligne de défense, et la défense de nos démocraties, de nos valeurs, est donc est défendue ici en Ukraine. Et que l'Ukraine est en sorte un bouclier qui, qui, qui défend soi-même, bien sûr, mais derrière aussi toute l'Europe, sans doute d'une manière plus directe les pays tels que Pologne, les pays baltes, mais derrière, le projet de Poutine est très clair, c'est de remettre en question tout le monde libre, le monde démocratique, et même si le sentiment de sécurité, de danger, il n'est pas imminent à Bruxelles, on peut facilement imaginer qu'on on pense pas à la guerre quand on est à Bruxelles, mais que ça change. Est-ce que, voilà, donc encore quelques précisions concernant cette nouvelle donne géopolitique. Nous avons du mal, il est vrai, de saisir, de cerner en fait le projet géopolitique américain. C'est-à-dire que il est flou, il n'est pas clair ce que effectivement veut cette nouvelle administration américaine avec Donald Trump en tête. Est-ce que la Belgique craint en fait que le parapluie de sécurité qui était projeté depuis les États-Unis vers l'Europe, qui protégeait en quelque sorte l'Europe dans le cadre de l'OTAN, que ce projet pouvait en effet arriver à sa fin fort prochainement? Tout d'abord sur, en effet, le peu de clarté et l'imprévisibilité. Si en effet on constate que le monde est devenu beaucoup plus imprévisible parce qu'un acteur très important dans le jeu géostratégique est devenu très imprévisible. C'est un nom de pourvoir dans cette clarté et de mettre les choses au clair. Et je crois que les messages qui sont donnés par l'Europe maintenant, c'est qu'il n'y a aucun doute sur qui est l'agresseur dans cette guerre. Il n'y a aucun doute sur la menace, en effet, de l'ordre international. Il n'y a aucun doute par rapport à notre devoir de préserver cet ordre légal international et le système du multilatéralisme. Et c'est cette clarté, je crois, que l'Europe est en train de projeter et réussit bien à projeter. Et la Belgique s'inscrit pleinement donc, dans cet effort. Par rapport au futur du lien transatlantique, au moment où on se parle, je suis relativement rassuré quand même que ce lien transatlantique qui connaît une longue histoire, une histoire aussi de réussite, une histoire d'une relation bien soudée et dans un intérêt mutuel des deux côtés, des deux rives de l'Atlantique. Je ne crois pas que ce lien transatlantique peut être coupé comme ça. Je n'y crois pas. Il y a du langage assez fort, mais je crois que dans les réalités, les partenaires donc, des deux côtés de l'Atlantique savent très bien ce qu'ils signifient l'un pour l'autre. On garde l'espoir, tout aussi bien qu'on garde l'espoir du côté ukrainien qu'en fait que le soutien que les États-Unis ont apporté à la cause ukrainienne depuis le tout début, qui sera toujours là, et ceci malgré cet épisode très dramatique quand même, parce qu'au moment où l'administration américaine avait coupé littéralement l'aide militaire qui était destinée à Kiev, qui était votée sous encore la présidence de Joe Biden après l'échange des renseignements, ça relevait de gestes qui ne suscitent pas confiance, ça c'est vrai aussi. Donc, mais on espère, donc, on parle en mars 2025, on espère que cette unité restera là, et parce que elle est dans l'intérêt, comme vous dites, elle est dans l'intérêt de côté en fait, que de rester unis puis de rester ensemble. On sait que la Belgique avait beaucoup aidé
en fait, l'Ukraine, depuis février 2022. Donc, il y avait l'aide multiple, il y avait l'aide économique, il y avait l'aide militaire, l'aide humanitaire qui arrivait là. Mais aujourd'hui, en fait, voilà, donc on entend de plus en plus cette rhétorique que l'Europe, même si on garde l'espoir de l'unité transatlantique, l'Europe devrait avoir une espèce de cette autonomie de défense, un certain degré Mhm. d'autonomie de défense, et que ça c'est important. Donc Coalition of the Willing, donc cette nouvelle unité des pays européens est là. Nous avons remarqué en fait que la Belgique était là récemment à Paris, dans les 31 pays qui ont soutenu l'Ukraine d'une manière plus appuyée, on peut dire comme ça. Comment est-ce qu'aujourd'hui la Belgique envisage de renforcer justement cette composante militaire de l'aide à l'Ukraine, donc concrètement? Mhm. Euh, Vous avez fait référence en effet la dernière réunion à Paris de cette coalition of the Willing. La Belgique y a participé, notamment aussi parce que la Belgique a donné les signaux qu'elle va prendre très au sérieux ses engagements dans un cadre autant pour donc augmenter ses dépenses de défense et de le faire drastiquement. En même temps, la Belgique comprend très bien que que notre défense se joue justement sur le territoire ukrainien, et dans les efforts que nous allons nous consentir, il y aura certainement une partie donc d'assistance et de soutien militaire accru pour l'Ukraine. Et notre Premier ministre l'a d'ailleurs dit en sortant des réunions à Paris, que cette autonomie de défense, en effet, inclut également notre soutien à l'Ukraine. L'Ukraine qui fait partie de cet espace européen que nous sommes en train de défendre. Et il a dit aussi que un euro investi dans la défense de l'Ukraine est un euro bien investi. Donc il y a là certainement cette volonté de la part de la Belgique pour continuer, pour ne pas dire, pour augmenter notre soutien à l'Ukraine dans le domaine militaire, aussi dans le cadre de notre coopération entre industrie de défense, où il y a des projets très concrets qui sont sur le métier. Donc, la Belgique est en plein dedans dans cet effort pour rendre l'Ukraine plus fort et en effet de réaliser la paix à travers via la force. Mmh. Un peu par la force, Par la qui force. sera là. Vous avez évoqué, voilà, cette idée de l'euro, voilà, investi dans l'Ukraine, c'est un euro bien investi. Parlons un peu des euros. Quand on parle de la Belgique, souvent il y a ce sujet compliqué qui surgit, qui consiste le fait que plusieurs centaines, vous me corrigez si je me trompe, 190, 190 milliards d'euros des avoirs russes sont gelés spécifiquement dans les banques belges sur 300 milliards d'euros de ces avoirs russes qui sont gelés partout dans le monde. Mais voilà, la Belgique détient une grande partie de ces avoirs russes gelés. Ils étaient gelés justement en raison de l'agression russe contre l'Ukraine, comme voilà. Et donc un sujet brûlant qui discutait depuis plusieurs mois et dont on n'a pas encore vu le point final. On sait que l'argent, c'est-à-dire les intérêts de ces avoirs gelés, sont déjà utilisés ici en Ukraine pour renforcer la défense ukrainienne. Nous avons récemment reçu une deuxième, je crois, tranche après la première, évidemment. Mais il y a grande question sur
voilà, cette somme-là, voilà, il y a le débat, est-ce qu'on peut utiliser cette somme-là pour financer l'Ukraine, pour financer la défense, ou bien pour financer la reconstruction après la guerre? Il y a des points de vue très divergents sur la question. Ma question à vous, on en est où aujourd'hui avec ces débats-là? Quelle est la position de la Belgique sur cette question et comment la Belgique envisage justement d'utiliser ces fonds gelés dans cette situation où l'Ukraine manque justement les ressources pour faire face à l'agression russe aujourd'hui? Mhm. Oui, comme vous l'avez dit, c'est une question très, très complexe. Et puisqu'on me pose souvent cette question, je l'ai évidemment étudiée de façon plus approfondie déjà pour découvrir que ces 190 milliards d'euros ne sont pas des avoirs gelés, mais des avoirs immobilisés. Il y a une différence entre des avoirs gelés et immobilisés. Je ne savais pas non plus, mais qu'est-ce qu'on veut dire par immobilisé? Tout d'abord, ces avoirs n'appartiennent pas à la Belgique. Ils sont déposés dans une institution financière qui se situe sur le territoire belge, mais dans le cadre donc, des sanctions, de la politique de sanctions, ils ont été immobilisés. Et immobilisé, ça veut dire que ces avoirs ont rapport à des transactions, disons, de la Banque nationale russe. Et ces transactions ne peuvent pas avoir lieu, donc sont immobilisées. Donc, c'est pas une différence entre, la différence entre avoir gelé et avoir immobilisé, c'est pas une différence théorique. Il y a des conséquences légales qui sont liées à cela. Les avoirs gelés ont trait à des avoirs qui appartiennent à des personnes individuelles qui sous sont sanctions. Ici, on parle donc des avoirs qui ont trait à des transactions de la Banque nationale russe. Comme vous l'avez dit, il s'agit d'un montant très important, mais ces avoirs génèrent de l'argent, des intérêts. Et déjà, ces intérêts ont toujours été utilisés au profit de l'Ukraine. Et le plus récemment aussi, dans le cadre d'un schéma de prêt qui a été consenti et agréé au sein du G7 et qui consiste donc à donner des prêts à l'Ukraine pour pallier les lacunes dans le budget ukrainien, mais donc pour permettre à l'Ukraine, disons, de pouvoir mener aussi une politique économique, mais aussi pour permettre à l'Ukraine de maintenir l'effort de guerre. Donc, ces intérêts sont pleinement utilisés pour cela, pas uniquement par l'Union européenne, mais aussi par les autres membres du G7. Donc, le système ou le mécanisme a été mis en place aussi grâce à la façon dont les experts belges ont, disons, contribué à développer un tel mécanisme. Donc, les avoirs produisent de l'argent. Cet argent est entièrement, intégralement utilisé pour pallier aux besoins budgétaires de l'Ukraine. Confisquer la masse de l'argent, les avoirs immobilisés, faudrait dire qu'on va se dépriver donc de cette source d'argent et on n'aura plus l'occasion d'aider l'Ukraine, donc selon un mécanisme soutenu et durable, on dirait,
donc pour aussi longtemps que nécessaire. Donc, on tuerait le poulet aux œufs d'or. On dit ça comme ça en français. Ouais. En même temps, confisquer les avoirs eux-mêmes, donc le capital des avoirs n'est pas sans risque légal. Et évidemment aussi le risque pour la stabilité financière disons, de la zone euro. Donc, quand on met dans la balance les risques qu'on court, et aussi on ne veut pas, disons, agir de la même façon que la Russie agit. Donc, en ne respectant pas du tout donc la légalité, en ne respectant pas du tout, disons, l'état de droit, est-ce que nous allons, disons, suivre ce même chemin et, disons, utiliser des mécanismes ou prendre des actions qui ne subiraient pas le test donc, de la légalité. Donc, on doit faire attention à cela parce que ce n'est pas le message qu'on veut donner. Donc voilà, si on met en la balance les risques qu'on court en confisquant ces avoirs, avec d'un côté le fait que les avoirs restent gelés, c'est une sanction. Et les sanctions ne seront pas levées autant que la Russie persiste dans son agression. Donc, ils ne sont pas négociables. Ça a été clairement dit par l'Europe aussi. Les sanctions ne sont pas négociables en ce moment-ci. On parle donc, c'est même présenté par la Russie comme une condition, la levée des sanctions, comme une condition pour un cessez-le-feu. On n'est pas du tout d'accord avec cette façon de voir les choses. Les sanctions sont maintenues, le gel ou l'immobilisation des avoirs est une sanction qui reste en vigueur. En même temps, l'argent qui est généré est utilisé au profit de l'Ukraine. Donc, on ne change pas cette situation pour l'instant et la Belgique est loin d'être isolée dans ce point de vue. Le dernier Conseil européen a en fait agréé disons cette position. Donc, sauvegarder cette somme, voilà, pas la confisquer pour avoir quand même l'influence voilà, sur les sanctions, sur la Russie. Voilà, il reste le problème de l'argent. Et pour garder un levier pour quand on va, disons, exiger de la Russie qu'elle va payer des réparations pour tous les dommages qu'elle a causé, quand il y a la question de la facture, disons, de la reconstruction, c'est à la Russie de payer. Eh bien, avec ces avoirs russes toujours immobilisés, on aura un levier pour forcer la Russie à payer pour son agression. Voilà. Ce qu'il faudra faire, même si ça n'arrive pas d'ici demain, on y est la semaine prochaine, on comprend qu'un jour, on aspire tous à une paix juste, et la paix juste veut dire aussi voilà, que la Russie, le pays agresseur, devrait au moins compenser pour tout le dégât qu'il a causé à un pays agressé, et donc voilà, le chiffre, il est astronomique. Un autre dossier qui est très sensible concerne les avions de chasse de F-16. C'est-à-dire que nous savons que la Belgique fait partie de cette coalition de plusieurs pays qui ont promis de livrer à l'Ukraine les avions du type F-16, les avions de chasse qui sont très nécessaires ici en Ukraine pour justement défendre le territoire, pour abattre des missiles, pour protéger les territoires, etc., etc. Et donc, il y avait un certain nombre de F-16 qui ont été promis par la Belgique, et qu'il y a une certaine pause dans ces envois-là, puisqu'il y a un problème du côté américain, parce que les États-Unis, donc toute la procédure était une procédure compliquée, parce que la Belgique, comme d'ailleurs d'autres pays européens, devait avoir des avions américains du type F-35
pour remplacer les F-16 qui iront, eux, en Ukraine. Ma question est toute simple, on en est où aujourd'hui? Où sont les F-16 et quand est-ce que l'Ukraine pourra espérer d'avoir les avions qui ont été déjà dans ce paquet de l'aide militaire belge? Les FC, donc la Belgique fait partie de cette coalition de pays qui ont déjà livré et vont livrer des F-16 à l'Ukraine. Les pays, il y a une répartition de tâches au sein de cette coalition. Les pays qui étaient déjà dans une position de fournir les F-16 à l'Ukraine l'ont fait. Le rôle de la Belgique, un rôle crucial, est de faire en sorte que ces F-16 peuvent effectivement être utilisés et pour faire en sorte que ces F-16 soient véritablement opérationnels. Ça demande des pilotes entraînés, ça demande donc des pièces d'échange, ça demande, disons aussi, de la maintenance. Et c'est la Belgique qui agit dans ce domaine-là. La livraison des F-16 est fonction, donc, disons, des capacités de défense de la Belgique elle-même. Et ça a toujours été compris, en effet, comme tel que les F-16 seront livrés au fur et à mesure qu'ils seront remplacés par les F-35. Maintenant, il faut savoir aussi que dans l'accord de sécurité que la Belgique a signé avec l'Ukraine, la date butoir qui était prévue était 2028, parce que c'était ça l'échéancier pour le remplacement graduel des F-16 par les F-35. Maintenant, on sait que il est très probable que la Belgique pourra déjà fournir 2 F-16 cette année-ci pour des pièces d'échange. Et donc la livraison des avions opérationnels pourrait commencer en 2026. Donc on est déjà 2 années à l'avance de la date butoir de 2028. Donc moi, je ne parlerai pas en termes de retard dans la livraison. Il y a donc la Belgique honore tout à fait ses engagements au sein de la coalition. Et ça n'a évidemment pas de sens de stocker des F-16 ici en Ukraine où ces avions seront beaucoup plus vulnérables et ils ne pourront pas être utilisés, ils ne seront pas opérationnels, faute de pilotes entraînés ou donc de la maintenance, etc. Donc la Belgique joue son rôle et un rôle crucial au sein de la coalition. Vous êtes ambassadeur de la Belgique ici en Ukraine. Votre mandat, votre deuxième mandat, on va dire, vient de commencer. Quelle priorité vous dessinez pour vous-même pour les années à venir? Parce que, bien évidemment, les années devant nous, ce sont des années décisives et très importantes, en fait, pour l'Ukraine, mais tout aussi bien pour tout l'avenir de l'Europe. Je crois qu'il n'y a personne qui a des doutes là-dessus. Ce qui se décide aujourd'hui ici en Ukraine, ça sera définitif pour l'avenir du continent. Quelle priorité pour vous? La grande priorité est évidemment de faire ma modeste contribution à ce que la Belgique puisse en effet être aussi utile que possible dans l'effort européen, dans l'effort de l'OTAN, dans l'effort multilatéral, pour faire en sorte que l'Ukraine obtienne à ce qu'elle aspire et à ce que tout le monde aspire, c'est-à-dire une paix juste et une paix durable.
Et ça se passera par la continuité, disons, des grands efforts que la Belgique s'est déjà consenti au niveau donc, de l'aide militaire, de l'aide humanitaire. Entre-temps, la Belgique a aussi mis en place donc, un programme de 150 millions d'euros qui est notre contribution à la reconstruction et la relance de l'Ukraine et qui est mise en œuvre donc, par notre agence Enabel. Donc c'est un travail qui s'étale sur 4 années. C'est disons, une façon de coopérer très concrètement avec les Ukrainiens à tous les niveaux de pouvoir, donc aussi donc aussi au niveau local et régional. Donc c'est un programme d'envergure et donc qui devra être suivi de très près. Il y a aussi évidemment tout un travail à faire au niveau de la coopération entre nos entreprises. Moi, j'ai déjà constaté que la plupart de nos entreprises qui étaient établies en Ukraine avant l'invasion sont toujours en Ukraine, sont toujours actifs. Ils ont souffert sous l'invasion, ils souffrent sous les attaques. Et aussi cette incertitude et tout ça, mais ils font montre de beaucoup de résilience aussi. Donc, nous avons une communauté d'affaires présente en Ukraine qui, pour moi, est un outil très intéressant à développer davantage donc, ces relations en termes d'investissement, en termes de commerce et aussi en termes de coproduction. Et pas uniquement donc, dans le domaine de la défense, mais justement, il y a une priorité là, c'est de construire, de renforcer encore notre capacité de défense, de renforcer les capacités de l'Ukraine, et bien on le fait aussi à travers donc, des coproductions et des joint ventures. Donc ça, c'est certainement, voilà, c'est là, on dirait, c'est là la priorité de mon travail maintenant. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour cette interview et tout aussi bien pour toute aide que la Belgique fournit à l'Ukraine durant cette guerre cruelle et injuste. Et à travers vous, merci beaucoup à tout le peuple belge qui est là dans cet effort de solidarité qui coûte beaucoup durant le temps de guerre. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Luc Jacobs, ambassadeur de Belgique en Ukraine. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.